Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Bonjour Valérie, Oui, on va merci. parler aujourd'hui. Vous prenez le relais. Je prends le relais pendant que vous prenez un verre d'eau. Non, On ça y reçoit est, ça Charlotte va. Chaffanjon, journaliste au Point, Libération à l'époque. À l'époque, là aujourd'hui, Eh oui. vous êtes au service enquête de Libération, Charlotte Chaffanjon, et vous publiez ce livre, Deux frères, enquête sur la disparition de Bilal et Marwan Béréni. Ça paraît aux éditions Les Arènes. Évidemment, Marwan Béréni, c'est Abdel dans Plus belle la vie. Vous allez nous raconter comment vous vous êtes intéressé à ce fait divers, hein, on peut appeler ça un fait divers. Marwan Béréni, qui on s'en souvient, avait percuté une jeune femme avec sa voiture, avait disparu et qu'on a retrouvé pendu. Et vous avez raconté dans ce livre très émouvant et très digne cette famille. On découvre une famille assez incroyable avec un destin terrible, puisque Bilal, le frère de Marwan, est lui-même décédé. Et vous essayez de comprendre un petit peu les ressorts de sa personnalité. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Et de comprendre, c'est toujours compliqué de parler d'un suicide, hein, mais il y a des choses dans la vie de Marwan qui expliquent en quelque sorte un mal-être et. Oui, bah du coup, moi je commence à rentrer dans cette histoire en août 2023 parce que à ce moment-là, Marwan Béréni, donc comme vous l'avez dit, qui interprète Abdel Fedala dans Plus belle la vie, a disparu dans une circonstance un petit peu obscure, puisque une femme a été renversée par une voiture qu'il est supposé conduire. Et lui-même a disparu. La voiture a été retrouvée abandonnée plusieurs jours après au milieu des vignes. Et le temps passe, les jours, les semaines passent, et il n'y a absolument aucune nouvelle de ce comédien qui devait par ailleurs reprendre le tournage de Plus belle la vie en septembre pour TF1. Donc il y a quand même un cumul d'éléments qui rendent l'affaire obscure. Donc évidemment, dans un premier temps, moi je travaille dessus pour Libération, la question c'est: que s'est-il passé ce soir-là ? Et où est-il ? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans le cadre d'un fait divers éventuellement, mais qui est quand même lesté de tout un tas de circonstances qui sont sa notoriété, des enjeux quand même télévisuels qui sont d'envergure. Il y a beaucoup d'argent en jeu, puisque c'est la reprise par TF1 d'un concept culte de France Télévisions. Donc, les épisodes d'ailleurs seront réécrits. Parce qu'il devait tenir un rôle très important. Il devait tout à fait être la star de la réouverture. Donc tout ça rend l'histoire un petit peu lourde et du coup à la fois aussi intéressante. Ouais. Et surtout, on découvre dans votre livre une autre histoire que celle qu'on nous a racontée. Et c'est ça, en tout cas, moi, qui m'a épaté, en fait. Oui, bah. Ouais. Non, allez-y. Non, parce que du coup, en travaillant sur cette disparition, je prends contact évidemment avec ses parents, ses proches, ses collègues, ses amis. Et en fait, je découvre l'existence de Bilal Béréni, donc, qui était le petit frère de Marwan, et qui lui a disparu 10 ans plus tôt aux États-Unis à Détroit. Dans des conditions aussi. Dans des conditions également obscures. En l'occurrence, il a été assassiné, mais le déroulé des faits à ce stade, aujourd'hui encore même, est quand même encore flou et le sera toujours. Et son corps a mis 8 mois à être identifié, 8 mois pendant lesquels, du coup, les parents le recherchaient. Donc il y a quand même un effet miroir dans ces deux disparitions qui est assez intéressant, qui est incroyable et qui est intéressant. En faire une fiction de votre livre. Vous en avez envie ? C'est en discussion ? Non. Pour l'instant, le livre vient de sortir. Il est sorti il y a quelques jours. Et voilà, moi je veux le défendre parce que du coup, par ailleurs, je découvre donc que Bilal était un street artiste de talent, graffeur, qui a œuvré dans le 20e arrondissement d'abord, puis en Tunisie pendant la Révolution, puis dans un camp de réfugiés en Libye, puis en Laponie, puis aux États-Unis. Alors qu'il est décédé à 23 ans, donc une vie comme ça, complètement très dense, fulgurante, très riche. Et puis les parents, on va en reparler dans un instant, mais on commence toujours l'émission avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. La journaliste qui enquête doit être intéressée aussi par cette affaire. Une autre journée où les médias sont devenus les experts Mbappé. Vraiment suédois, français, on enquête, on regarde, on analyse, on se perd en conjoncture. Alors évidemment, Quotidien hier a fait un petit résumé. Selon nos informations, l'un des plus grands joueurs de football au monde, Kylian Mbappé, est soupçonné de viol lors d'une visite à Stockholm. Selon plusieurs sources, l'auteur présumé du viol serait la star du football Kylian Mbappé.
Et après les révélations de la presse suédoise hier, la justice suédoise a réagi dans un communiqué publié ce matin à 10h et affirme qu'à la suite d'informations parues dans la presse faisant état d'un viol présumé à Stockholm, le bureau du procureur peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police, mais Mbappé ne serait pour l'instant, je cite, que raisonnablement soupçonné. C'est une tournure un peu bizarre pour nous Français, mais en gros, ce degré de suspicion est le plus faible dans le droit pénal suédois. Il signifie tout de même qu'il existe des circonstances concrètes qui suggèrent fortement que la personne a commis l'acte auquel se réfèrent les soupçons. Alors Valérie, le Parisien a confirmé une information de nos confrères d'RMC qu'il y aurait bien eu une femme avec Mbappé à l'hôtel et qu'il y aurait eu une relation sexuelle. Maintenant, le débat va être sur consenti, pas consenti. Ou peut-être pas cette femme-là. Ou peut-être pas cette femme-là. Quel est votre regard de journaliste au service justice-police? Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste ni de football, ni de Non, mais vous n'étiez pas non Mbappé. plus spécialiste Oui, télé. mais j'ai travaillé sur le sujet. Sur Mbappé, j'ai pas travaillé sur le sujet. Non, ce qui est ce que moi je trouve médiatique. Voilà, ce que je trouve intéressant, en tout cas, si je devais me pencher sur la question, ce que j'aimerais comprendre, et ce que je trouve intéressant, c'est comment il a pu passer d'une communication aussi parfaite et verrouillée, puisque quand même Kylian Mbappé, c'est une personnalité publique qui est quasiment plus connue qu'Emmanuel Macron à l'étranger. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il voilà. Comment il a pu passer de ça à une telle débâcle en termes de maîtrise de sa propre image et de communication? Que s'est-il passé? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et si je devais travailler sur le sujet, c'est ce que je chercherais à comprendre. Du coup, les nouveaux médias comme Instagram ne sont pas en reste sur l'affaire Mbappé. Et alors moi, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est rare que je fasse ça. C'est un imitateur qui s'appelle Le Grand Mône qui a pris la voix de Marine Le Pen. Et vous allez voir que derrière, il y a peut-être une analyse journalistique. Ah, mon petit Kylian adoré, mon super Kiki, vraiment, merci du fond du cœur, merci pour tout. Qui l'eût cru, hein? Mais là, depuis quelques semaines, je dois dire que tu fais un boulot absolument formidable. Non, parce que figure-toi, là, je suis en plein procès avec mes affaires, assistants européens, machin truc, on a détourné quoi? 7 millions d'euros, hein? Bon, même pas 5 minutes de ton salaire, tu vois, pas de quoi en faire un fromage, mais tout de même, alors qu'on devrait faire la une de tous les journaux, eh bien, grâce à toutes tes frasques ces derniers jours, eh bien, on ne parle pas du tout de nous. C'est fantastique. En tout cas, continue comme ça, mon petit ange. On t'aime, t'es le meilleur. Oui. C'est pas mal comme analyse politique et comme analyse de la presse. Et comme analyse du Rassemblement National, qui trouve toujours des moyens de détourner l'attention. D'ailleurs, on l'a vu avec la sortie du livre annoncé en grande pompe de Jordan Bardella en plein procès. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, en tout cas. Donc voilà, c'est très rare que je fasse des petites parenthèses comme ça. Mais là, ça va des coups, il s'appelle Le Grand Mône. Une autre information qui est passée sous les radars, c'est ce qui se passe actuellement à Toulouse. C'est une véritable catastrophe où Airbus s'apprête à licencier 2500 employés. Là-bas, c'est la douche froide, c'était dans le 20h de France 2 hier, les licenciements chez Airbus. À Toulouse, les salariés d'Airbus Défense et Espace ont été informés à la mi-journée. La douche froide pour cet ingénieur qui travaille sur les satellites de communication. On ne nous a jamais parlé de suppression de postes. On savait qu'on allait mal, restructuration et faire tout ce qui va bien. Mais non, on ne le savait pas. C'est un mail qui leur indique, je cite, une réduction du nombre de postes jusqu'à 2500. Le chiffre n'était pas très bon, il y a une concurrence qui est forte sur le marché du satellite. Les Américains sont bons, il y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent faire jouer. Donc voilà pour Toulouse, je pense qu'on en reparlera ici à Sud Radio. Une affaire qui passionne les Français, l'affaire du petit Grégory, 40 ans après son meurtre. Alors, on est toujours à la recherche, avec certitude, des coupables et de la mécanique même du crime. Hier, sur C'est à vous, l'ancien directeur de gendarmerie Antoine Sesma, le premier à avoir mené l'enquête, a des regrets sur le déroulé de l'affaire. Il a livré son témoignage dans C'est à vous. Aujourd'hui, déjà en 93, mais encore aujourd'hui, la justice dit que les premiers gendarmes, c'est-à-dire nous, en novembre 1984, quelques semaines seulement après le meurtre de Grégory, nous étions sur la bonne voie. S'il n'y avait pas eu ce revirement du juge Lambert, poussé par des gens mal intentionnés, il s'agit d'un avocat, d'un policier, d'un journaliste. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. C'est le policier qui a raconté qu'il a scellé une alliance avec cet avocat, avec ce journaliste,
pour faire pression sur le juge Lambert. S'il n'y avait pas eu ce revirement, on ne parlerait pas de l'affaire Grégory aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle serait définitivement réglée. Fiasco total. De A à Z, vous en pensez quoi? Que 40 ans c'est long. Oui. Je vais plaider pour ma paroisse, mais les Arènes sortent une BD au début du mois d'octobre où le père de Jean-Marie Villemain, voilà, préface la BD. C'est la première fois depuis son propre procès pour l'assassinat de Bernard Laroche qui s'exprime. Et je trouve ça intéressant de rentrer pour une fois dans l'intimité de la famille, justement. On parlait d'intimité, pour quand même comprendre aussi les ressorts d'une histoire qui n'est pas que une histoire judiciaire et une débâcle de communication, mais avant tout l'histoire d'une famille, le drame d'une famille et quand même la mort d'un enfant de 4 ans. Et je trouve que on a tendance à l'oublier. Très réussi. Ouais. Moi, je suis aussi pour ma paroisse. Et je vous invite à regarder la postface de la BD aussi. Triste nouvelle de la nuit, la mort de la star internationale Liam Payne à 31 ans. Liam Payne, le chanteur du boys band incroyable One Direction. Oui, j'ai mis l'accent. Je vous propose d'écouter un de leurs plus grands succès, What Makes You Beautiful. 7 millions de ce single se sont vendus dans le monde. Voilà, RIP Grégory, nous dit Michael, 40 ans et un jour. 31 ans. Bah, il me dit 40 ans et un jour. Ah, Grégory, le petit Grégory, pardon. Oui, moi, j'étais sur... excusez-moi. Non, j'étais sur le chanteur. Non, absolument. Oui, là, c'est Liam Payne. Absolument. Et sachez que cette chanson a été vue à plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Incroyable, hein, c'est un des boys bands. On se retrouve dans un instant avec Charlotte Chaffanjon pour parler de ce livre Deux frères, livre une plongée dans une famille, dans celle d'Abdel Fedala, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom de Marwan Béréni, mais c'est aujourd'hui un nom qui est connu et on va y revenir avec vous dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Charlotte Chaffanjon, journaliste au service enquête de Libération. Vous publiez ce livre, Deux frères, aux éditions Les Arènes. Ce livre est consacré à la famille Béréni, aux deux frères, Bilal et Marwan. On l'a évoqué en début d'émission. Pourquoi vous? Pourquoi est-ce que les parents, parce que c'est une plongée dans une famille avec le témoignage des parents, hein, de ces deux garçons disparus dans des conditions obscures, on le rappelait également tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de vous parler à vous? Parce que vous le dites, ils ont été harcelés par la presse People, c'était une star de télé, Marwan. Ouais, je pense que ce livre, justement, il est rendu possible aussi par cette rencontre. Quand je les contacte, c'est à la fin du mois d'août 2023, Marwan a disparu depuis à peu près 3 semaines. Et effectivement, ils sont harcelés par la presse People. Comme je le raconte dans le livre, ils sont abonnés à Libération depuis toujours. Ils se revendiquent de gauche, famille d'artistes, très engagés, D'ailleurs, ils ont été même Mourad, le père, a été sollicité à une époque par Denis Baupin, qui était élu écolo de l'arrondissement pour s'engager, ce qu'ils n'avaient pas fait. Mais voilà, ils sont très engagés. La mère travaille à la mairie de Paris. Ils emmenaient leurs enfants marauder tous les Noëls le long du canal de l'Ourcq. Voilà, donc tout ça, c'est un environnement culturel, intellectuel, politique qui leur parle. Je pense qu'il y a quelque chose qui les rassure, au-delà de ma personne. Et ensuite, il y a une rencontre qui est faite, où ça marche. Enfin, parfois, ça arrive. Ça arrive. Et donc, du coup, jusqu'à ce que le corps de Marwan soit retrouvé, on dialogue plus dans l'objectif de comprendre où a pu passer Marwan, parce qu'eux n'en savent strictement rien. Et pourquoi il ne trouve pas d'écoute au moment où il veut se tuer? Pourquoi il y a personne Marwan? Oui. Ah, je pense qu'il dit à personne qui veut se tuer. Je pense qu'il ne cherche pas d'écoute. Il ne cherche aucune écoute. C'est-à-dire que entre le moment où il renverse cette femme et le moment où on suppose qu'il a mis fin à ses jours, il envoie quelques messages qui n'ont rien à voir à quelques personnes, mais il ne se confie absolument pas. D'ailleurs, ses proches découvrent l'accident plusieurs jours après. Oui, dans la mais presse, il voit bien que la terre entière le recherche. Absolument pas. Non. Il voit pas tout ce qui se passe. Non, ça dure même pas 24 heures. En fait,
l'accident a lieu le 3 août dans la nuit, et Marouane met manifestement fin à ses jours le 4 août. Le lendemain. Donc le lendemain, c'est quand même un adulte responsable de 34 ans. On s'inquiète pas parce que quelqu'un ne répond pas au téléphone. Mais ce qui est intéressant, dans votre livre, c'est cette plonger dans cette famille et puis de voir en fait que Marouane en fait a un mal-être. Moi ça m'a frappé. Il se tatoue Saudade sur le bras, ce qui veut dire tristesse. Ce qui est intraduisible. C'est un terme portugais ou d'Amérique latine aussi qui est usité là-bas, qui est intraduisible en français. Que moi je traduis dans le livre par cette citation de Victor Hugo qui dit la mélancolie c'est le bonheur d'être triste. Victor Hugo qui est un des auteurs préférés de Mourad. En fait, à partir du moment où il perd son frère, ils ont 18 mois d'écart. Ils sont très différents, mais ils sont fusionnels, ils s'adorent, ils se vivent un petit peu. Alors ça, moi j'essaye de pas faire de psychologie et de m'attacher aux faits, mais quand même on voit qu'ils se vivent un petit peu en miroir. Marouane vit dans la lumière, Marouane est un fêtard, Marouane est un bavard, Marouane est très ouvert sur les autres. Bilal est un ascète, il est taiseux, il est solitaire, il travaille la nuit quand Marouane est dans la lumière des projecteurs, donc ils sont vraiment le yin et le yang, totalement opposés. Voilà, c'est ça. Et en même temps, du coup, forcément, ils se fascinent, ils s'observent, et ils s'adorent. Et quand ils ont grandi ensemble, comme deux frères qui ont 18 mois d'écart, et dans une famille aimante avec des parents qui sont ensemble, donc il n'y a pas de séparation jamais. Et quand il perd son frère, c'est un tel cataclysme qu'il passe 10 ans en fait à le chercher dans tous les espaces possibles de la vie, donc dans l'art, dans l'organisation d'expositions, dans le fait de continuer à en parler, mais dans aussi toute une quête que je raconte. Je vais pas en dire trop, il faut pas en dire trop parce que le livre est aussi des assassins, de la justice, parce qu'il y a quand même eu un procès aux États-Unis, tout ça. Parce qu'ils mettent 8 mois avant de savoir d'identifier le corps, encore 6 mois avant d'arrêter 4 jeunes. Donc il y a quelque chose d'assez atroce dans la mort de Bilal, qui est traumatisant, complètement traumatisant. Marouane passe 10 ans à essayer de composer avec cette donnée-là de sa vie qui est difficile. Ouais. Sur les parents ont lu votre livre ? Oui. Oui, ils l'ont lu et comment ils ont accueilli l'idée de ce livre ? Alors, l'idée de ce livre, je le raconte dans le livre, donc je veux dire ce que je raconte dans le livre. Alors, du coup, on n'a jamais cessé de dialoguer. En décembre, donc quelques mois après le fait d'avoir retrouvé le corps de Marouane, ils organisent une cérémonie avec beaucoup de proches. Donc, à ce moment-là, on se dit qu'on va se revoir. Et en fait, je pense que pour eux, il y avait quelque chose de l'ordre de la réparation à ce moment-là. Ils ont été très touchés par le traitement, je dirais un peu trash, en fait, des faits divers de la mort de leurs 2 enfants, puisque la mort de Bilal avait aussi été traitée dans la presse. Et la mort de Marouane, il y a un côté un peu comédien ivre et lâche qui percute une femme et qui s'en va comme si c'était un fait isolé, alors qu'il faut le remettre dans un contexte familial. C'est l'objet du livre, en fait, c'est de tordre le cou aussi à des choses qui ont pu être dites sur certains plateaux. Effectivement, il y a une victime, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'en parle. Oui, vous en parlez, elle a été très blessée. Ça, c'est certain. Vous l'avez rencontrée ? Alors, je lui ai parlé comme beaucoup de journalistes au moment de la disparition de Marouane. Elle s'est beaucoup répandue à ce moment-là dans la presse. Et après, elle a été encadrée par une avocate qui a complètement fermé. Parce que ce qu'on découvre dans votre livre, sans trop spoiler, il faut vraiment le lire. Ce qui est assez étonnant, c'est que lui ne va pas s'apercevoir qu'il a renversé quelqu'un. Il pense qu'il a renversé un animal. Ça, on peut pas vraiment le savoir. C'est-à-dire que c'est ce que dit le. Il comprend qu'il a renversé quelqu'un, probablement. Ensuite, ce que je raconte, c'est une discussion avec le patron de la boîte de nuit qui sortait le lendemain, le lendemain matin, où effectivement Marouane a un petit peu paniqué, dit je crois que j'ai renversé, parce qu'elle a un chien en fait, la victime. Ah voilà. Dit je crois que j'ai renversé un chien, mais je ne pense pas qu'il faille s'arrêter à la rationalité de ses propos dans les heures qui suivent l'accident. Dites-moi, Charlotte Chaffonjon, pourquoi ça s'appelle pas Plus moche la vie ou Marouane ? Pourquoi les 2 frères, qui a un titre qui résume forcément très bien votre livre, mais qui n'est pas très vendeur, les 2 frères, c'est aussi un film de Jean-Jacques Hano. Oui. Alors moi, justement, tout le projet, c'était de m'éloigner de la télé. De la télé, parce qu'en fait...
En fait, oui, Marouane était une star de Plus belle la vie, mais je pense que, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, et j'ai trouvé que Plus belle la vie, c'était un objet assez intéressant d'ailleurs à décrypter, et un objet culturel assez intéressant. Donc c'est pas anodin, effectivement, voilà, il était connu, etc. Mais c'est un des éléments. C'est pas du tout le sujet principal du livre. C'est pas le sujet du livre, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est cette famille qui est quand même assez hors norme. Le sujet, c'est la famille. C'est la famille, c'est le destin de ces deux frères, opposés, comme vous le disiez, d'une certaine manière dans leur personnalité, et finalement ce drame qui survient pour ses parents, parce qu'ils sont très présents évidemment dans le livre. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça brasse des thèmes qui sont tout à fait universels, comme la fraternité, la cellule familiale, la parentalité, le rapport à la liberté qu'on laisse à ses enfants. Et voilà. Et donc, tout ça n'était pas du tout résumé dans un titre. Non, comme c'est un très beau livre en tout cas. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, c'est sensible, c'est digne, et c'est intéressant sur. À plusieurs niveaux, effectivement, sur ce. Faites-en une fiction. Il y a tous les éléments d'une fiction. Vrai, hein. Moi, je l'ai lu comme une fiction. Ah oui, bien sûr. Vous m'avez compris. Oui, j'entends. Deux frères. Merci Charlotte Chaffanjon. C'est paru aux éditions Les Arènes. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Katia Chapoutier. Bonjour Katia, vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous traitez de sujets graves, de sujets lourds, mais néanmoins au cœur de la société. On avait parlé avec vous du suicide. Et là, vous vous êtes intéressé au don d'organes. Les familles qui ont accepté de donner les organes de leurs proches décédés dans des conditions souvent tragiques, avec une décision à prendre assez rapidement. C'est un sujet lourd, difficile. D'ailleurs, c'est diffusé sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera ce soir à 22h50. Mais on peut voir ce document sur France.tv. Aujourd'hui, tout le monde a accès à cette plateforme de France Télévisions. Les chaînes ont eu peur, enfin France Télévisions a eu peur de programmer en national ce sujet. En fait, c'est beaucoup plus facile de parler du don d'organes du côté des receveurs, parce que c'est la vie, parce que c'est la prouesse, parce que... Alors qu'en fait, si on ne parle pas des donneurs, il n'y a pas le premier maillon. Et sans donneur, il n'y a pas de don, il n'y a pas de suite. Et moi, je trouve ça très intéressant et très puissant de se dire que dans le pire moment de notre vie, on est capable de dire oui. Et je suis pas sûre, moi je donne mes organes et clairement, et ma famille le sait, mais je suis pas sûre que j'aurai la force dans un moment équivalent d'accepter de donner les organes de mes proches, même si la loi au départ dit qu'on est tous donneurs, mais dans la... Voilà, donc si on sait que la personne est donneuse, j'ai envie de dire, il n'y a pas de discussion. Mais si c'est pas si clair et que la famille doit se positionner, c'est une responsabilité énorme. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans le document, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés, la plupart ont été confrontés à la mort sans savoir ce que voulait la personne décédée. Mais pour rebondir sur la question d'Irène, automatiquement, on ne prend pas l'organe, c'est-à-dire que lorsqu'on meurt, automatiquement, on n'est pas donneur si on n'a pas signifié qu'on ne le voulait pas. En fait, déjà, il faut qu'il y ait certaines conditions. Il faut qu'il y ait une mort encéphalique, c'est-à-dire que le corps continue à fonctionner, soit avec des machines, etc. Donc, c'est un petit pourcentage de la population. Mais forcément, comme le dit une des personnes dans le film, la famille est dans la chambre autant que la personne qui est sur le lit. Et donc, forcément, il y a une discussion avec eux. Si la personne s'est prononcée, fin de la discussion, la famille n'a plus qu'à transmettre. Mais si la personne ne s'est pas prononcée, et c'est tout l'enjeu de ce film, c'est à la fois de saluer ces personnes qui ont fait un choix qui va impacter toute leur vie. Parce qu'à partir du moment où on vous pose la question, que vous disiez oui ou non, ça va changer votre vie. Ouais. Donc, c'est à la fois rendre hommage à ces gens-là, mais rappeler que c'est très important de le faire savoir. Mais comment on se prononce, justement ? En le disant à ses proches. En le disant à ses proches, très... Mais il n'y a pas une plateforme ou chez le notaire. Non, mais c'est aussi l'intérêt de ce film, c'est que les gens prennent le temps de dire à ses proches, c'est juste une phrase... Oui, allez-y, vous pouvez prendre mes organes. Donc les proches, dans ce cas, respectent la décision ou l'avis qui avait été donné par la personne. On découvre aussi des groupes de parole très importants pour les familles de donneurs, justement, qui peuvent échanger sur leurs expériences. On voit aussi que les médecins sont formés
les médecins qui annoncent la mort sont formés et il y a des scènes qui sont assez fortes où les médecins jouent entre eux, entre guillemets, se mettent à la place de la famille. Alors, il y a des comédiens qui sont très sensibilisés à la cause, qui incarnent le rôle de la famille, et les médecins en gros s'entraînent aux situations qui sont extrêmement difficiles pour eux. Et le groupe de parole dont vous venez de parler, l'avantage c'est que les familles de donneurs rencontrent des greffés. Et du coup, ça donne absolument sens au choix qui a été fait. Parce que on comprend, on voit, on visualise que la vie continue. Et ça met une lumière dans le deuil. Ça apaise le deuil. Ça n'empêche pas la douleur, mais ça donne du sens. Oui, pour d'autres, c'est plus compliqué à accepter. De se dire, même s'il y a un prolongement de la vie, que c'est une mort utile, si je mets beaucoup de guillemets autour de utile, ça peut aussi perturber un certain nombre de proches. Absolument, et il y a eu des familles, on le voit, il y a une famille en particulier où les enfants et le père étaient contre et la mère était pour, et elle était pour de manière très simple. Elle leur a dit, et si c'était notre petit-fils qui avait besoin d'organes, on serait bien content que les autres donnent. Et ce qui est fantastique, c'est que 20 ans après, le père dit, heureusement qu'elle a dit ça. Heureusement qu'elle nous a fait basculer vers le don, parce qu'après, lui est devenu extrêmement engagé dans la sensibilisation et ça lui a donné un chemin à suivre et ça lui a permis de se créer un nouveau réseau de relations et de redémarrer la vie d'une certaine manière. On n'est pas très en avance en France quand on voit le Canada, en particulier où il y a à l'école des cours de sensibilisation où on parle de ça très tôt. Ici, ça reste un sujet assez tabou. Et en France, tout ce qui est lié de près ou de loin à la mort, alors que là, on est quand même dans un sujet de vie malgré tout, effectivement, c'est très tabou. Et on est allé voir un programme au Québec où, au lycée, les cours d'anglais se font, anglais deuxième langue, se font autour de la thématique du don d'organes, où les jeunes, pendant 7 semaines, font des jeux de rôle et on découvre que ces jeunes deviennent des ambassadeurs très éclairés du sujet et qu'ils en parlent autour d'eux. Et ça aide énormément. Et on voit aussi au Canada que on prend soin des familles de donneurs, c'est-à-dire que on les laisse avoir les rituels qu'ils veulent jusqu'au moment où il faut aller au bloc. On les accompagne en leur permettant d'avoir accès à d'autres familles de donneurs qui sont déjà passées par là et qui les soutiennent pendant et après. Et on voit qu'il y a toutes sortes il y a une médaille qui est remise très solennellement et tout ça, ça porte les familles. Et ce qui n'est pas le cas en France. Non, pas encore, mais qui sait, peut-être que le film va permettre de créer des initiatives. Est-ce qu'il y a des organes qu'on donne plus facilement qu'un autre? Est-ce que c'est plus compliqué de donner un foie qu'un cœur? Parce que le cœur représente la vie, l'amour, le symbole, alors que le foie et les poumons, on vit très bien avec un seul poumon. Est-ce que voilà, il y a des organes plus faciles à donner que d'autres? Alors dans le film, Sabrina, qui est une jeune fille de 27 ans qui a perdu son frère, dit que avant la mort de son frère, elle était pour le don d'organes. Aujourd'hui, elle dit, je suis pour le don d'organes, mais ma famille donnera ce qu'elle voudra donner, parce que c'est vrai que c'est pas si simple. Il y a eu une discussion dans le groupe de parole à un moment sur les impossibilités. Cathy, qui a perdu son fils de 20 ans, disait, moi, j'aurais pas supporté qu'on prenne ses mains parce que c'était un bricoleur. Une autre disait les yeux, un autre disait le cœur. Chacun y voit une symbolique, bien sûr. Vous m'avez pas répondu à la première question sur la diffusion nationale. Oui, alors c'est vraiment un sujet qui... on a peur aujourd'hui de diffuser des films qui pourraient être anxiogènes. Alors que si on regarde bien, notre film Passeur de vie, il parle de vie. Oui, il parle de vie. Il est vraiment tourné vers la vie. Et donc, je dois saluer France 3, région Rhône-Alpes, Auvergne, qui a eu le courage d'aller sur ce film. Et plus ce film sera vu sur la plateforme, et plus on espère qu'il aura une autre vie. Il va également être diffusé dans quelques mois sur LCP. Mais les chaînes nationales, oui, n'étaient pas très à l'aise avec ces sujets. Voilà, ça serait peut-être plus simple de faire un film sur les greffés qui redémarrent dans la vie que de regarder ce premier maillon. Et pourtant, c'est tellement important. Dans le film, il y a un médecin québécois qui dit « On demande à ces familles d'être altruistes, à nous, la société, d'être altruistes envers eux. » Je vous propose d'aller d'écouter la bande-annonce. Inédit dans La France en vrai. Il peut pas être mort pour rien, Guillaume. Le don d'organes, un choix difficile. Pour moi, en tant que maman, dans mon imaginaire, c'est pas du tout une opération comme une autre. On a sauvé des vies et moi j'ai évité à des familles de vivre le deuil que je vis. Quand on est greffé, on retrouve une vie normale. Passeur de vie, un film pour sensibiliser l'accompagnement des familles de donneurs. Jeudi à 22h55.
Je vais reformuler ma question. Lorsque quelqu'un de son vivant veut donner un organe, est-ce que derrière, sa maman, même si elle sait que son fils voulait donner un organe, se dise « je peux pas » et d'un seul coup refuse le don d'organe alors que son fils, de son vivant, avait voulu donner un organe. C'est-à-dire que c'est facile de dire oui quand on est vivant, mais quand on est la famille à la charge et que c'est votre enfant qui meurt, est-ce qu'on respecte toujours cette décision? C'est ça que je cherchais à savoir. Absolument. Alors, la loi dit qu'on est obligé, mais en réalité, les médecins sont humains. Et s'ils sont face à une famille qui est soit déchirée, soit qui ne peut vraiment pas, ils vont pas forcer le don, ça c'est certain. Et même si la personne voulait. Oui. Alors, ils vont essayer de les accompagner dans ce sens-là, mais il y a un moment, il n'y aura pas de bras de fer non plus. Et il y a Riku dans le film qui dit quelque chose de très fort. Il dit, moi, mon fils, il avait 20 ans, il était pour le don d'organes. Je le comprends. Moi aussi, à 20 ans, j'aurais dit, je donne tout. Mais quand c'est ton fils et que c'est la personne la plus chère, c'est pas la même chose. Faut quand même prendre. Comment ça se passe pour un mineur? Pareil, tout le monde peut se prononcer. Enfin, l'essentiel, c'est de se prononcer. Mais évidemment, il y a toute cette discussion avec le corps médical. Et idéalement, le plus confortable, c'est quand le corps médical arrive à accompagner, comme ils disent, pour aller au don. Est-ce que derrière, on a le contrôle de ce que va faire la personne qui reçoit le cœur ou on n'a pas envie que ça soit, quand on donne un poumon, que ça soit quelqu'un qui fume beaucoup ou qui va d'un seul coup utiliser cet organe pas de la façon dont on a envie. Le don est complètement anonyme et heureusement d'ailleurs. Par contre, on peut savoir si les greffons ont pris, on peut savoir quels organes ont été greffés et comment ça, si ça a marché. On peut également, et c'est important de le dire parce qu'on le sait peu, écrire dans une sorte de poste restante une lettre anonymisée au receveur, vice-versa. Le receveur peut écrire à la famille. Et malheureusement, peu de receveurs le font parce qu'il y a une certaine forme de culpabilité ou de mal-être, alors que très souvent, les familles aimeraient vraiment avoir un petit retour pour savoir tout simplement que les receveurs vont prendre soin de l'organe qui leur a été donné. Combien de donneurs, combien de dons en France chaque année ? C'est pas énorme, il y en a 3000, il y en a 20 000 qui attendent. Et en fait, alors, c'est toujours pareil, on va dire il y a 36% de refus, mais comme le dit Cathy, le personnage principal du film, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a 70% de gens qui acceptent, c'est énorme aussi. Et plus on prendra soin des familles de donneurs, plus on les accompagnera, plus ils deviendront des ambassadeurs et plus finalement on fera baisser ce refus. Moi j'ai bien aimé ce que vous avez dit au début en disant quoi qu'il arrive ça change leur vie. Ça veut dire que une fois qu'ils ont dit non, est-ce qu'une semaine après ou 2 semaines après, même s'il est trop tard, ça arrive que certains culpabilisent en disant « j'aurais dû le faire ». Alors, l'exemple typique, j'ai fait circuler le film auprès de gens que j'ai déjà filmés, dont des endeuillés du suicide. Une des personnes avait refusé à l'époque parce que c'était impossible pour elle à ce moment-là. Quand elle a vu le film, elle était effondrée parce que en réalité, ça fait 15 ans qu'elle regrette d'avoir dit non. Mais à ce moment-là, c'était au-dessus de ses forces. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Donc oui, ça reste pendant des semaines, des mois, des années. C'est en tout cas un document très fort, intéressant, parce qu'on est confronté. C'est pas facile quand on se... de regarder ces images, et en même temps il y a quelque chose, effectivement, vous le dites, qui est du domaine de la vie, qui continue, et l'essentiel c'est d'en parler, de le dire autour de vous. Et de faire circuler ce film comme une chaîne de vie pour que chacun s'en saisisse et fasse sa petite part du colibri. Et juste avant de finir, est-ce que la religion rentre en compte lors de ça? Est-ce que la religion chrétienne, par exemple, autorise le don d'organes? Aucune religion s'oppose. Mais après, c'est chacun qui voit, j'ai envie de dire, midi à sa porte, quoi. Mais aucune religion s'oppose au don d'organes? Non, aucune. Merci d'avoir été avec nous, Katia Chapoutier, donc sur la plateforme France.tv. Ça s'appelle Passeur de vie et c'est sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes également. Pour ceux qui sont comme Valérie, ne sont pas habitués à la plateforme France.tv, vous avez une petite loupe recherche si vous tapez Passeur de vie et votre document, il apparaît tout de suite. Donc il faut aller rechercher parce que, en effet, franchement, la plateforme met pas en avant les... Non, mais c'est vrai, comme c'est caché dans la plateforme Auvergne, c'est pas simple à trouver. Trouvez-le et faites-le circuler. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour les débats.